Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver encore sur la Time for Africa dans ce grand journal consacré à l'actualité de la semaine. Je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata Kor, que je salue Aminata Kor, toujours ravissante. Bonjour Aminata. Bonjour Mohamed et bonjour à tous et bienvenue dans le grand journal consacré à toute l'actualité de la semaine. Merci Ami, comme d'habitude on va parler de la politique d'abord, mais également de la société surtout. Dans cette semaine on a beaucoup parlé de la société, hein. On a parlé des plats traditionnels. Effectivement. J'ai entendu des mots tels comme Borokhé, Mbakal Poutpach. Voilà, tout ceci, donc on va en parler. Mais également aussi du sport avec donc les barrages de la Coupe du Monde. Le Sénégal a été battu par l'Égypte. Ça aussi, ça va faire partie donc, du menu. En plus aussi, Ami, on va parler également de l'éducation avec le mot, c'est-à-dire le ras-le-bol des étudiants de la faculté des droits juridiques. Mesdames et messieurs, tout de suite les explications. Voilà, on va démarrer avec la politique, avec les 10 ans d'existence du président de la République Macky Sall à la tête du Sénégal. Le pouvoir et l'opposition ont tenté de donner un bilan sur donc, ces 10 ans d'existence à la tête du Sénégal. Le sujet du reportage de Alacham que je vous propose. La dizaine du président de la République Macky Sall à la tête du Sénégal est à jour. Accédé au pouvoir depuis 2012, son Excellence célèbre ses 10 ans de règne en tant que président de la République du Sénégal. Un bilan constitué de satisfaction, attente et de désespoir pour certains est noté lors de son mandat. On a vu tout ce qu'il a fait dans le domaine des infrastructures, la construction des ponts, des routes, avec bien entendu l'aménagement de quelques localités, surtout à Dakar avec les projets de BRT et du tramway avec le terre. Aussi au côté du ministère des Sports, vous avez vu l'escadre qui a été inauguré très récemment. Ensuite, sur le plan économique, nous avons vu qu'il y a eu une diminution du train de vie de l'État. Malgré les exploits, il y a à côté le manque de satisfaction ou même un désespoir de la population vis-à-vis du président de la République Macky Sall. Nous avons élu le président Macky Sall en 2012, donc avec l'espoir d'avoir un président qui va créer la différence. Mais à notre grande surprise, c'est une gestion planique. On a à la place d'une gestion inclusive et participative. Voilà. Donc c'est 10 ans de souffrance. Le train de vie des Sénégalais est excessivement cher. À un pas de la fin de son mandat, les projets ruissellent à grands coups, mais la population sera-t-elle à ses côtés pour les prochaines élections présidentielles est la grande question qui se pose. Merci beaucoup Alacham. Nous avons aussi donné, tendu le micro aux Sénégalais qui ont aussi donné leur avis sur les 10 ans du président de la République Macky Sall. Mais beaucoup de Sénégalais ont souligné que le bilan est mitigé dans ce reportage de Barthélémy Koli et de Fatou Bintou Deme. Élu le 25 mars 2012, le président Macky Sall souffle ce 25 mars ses 10 ans à la tête du Sénégal. 2 ans après le Yoonu Yokkute, il décida d'adopter Plan Sénégal émergent PSE, le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Des projets qui lui ont permis de faire des progrès significatifs en termes d'infrastructures, selon certains. Dans son bilan, depuis 2012 qu'il est là, il a impulsé au nouveau plan, le plan Sénégal émergent. Il y avait le plan Yoonu Yokkute, il a ensuite changé en plan Sénégal émergent à partir de 2014. Donc, on peut dire sur ce plan-là, donc ça insiste beaucoup sur les infrastructures. Et on en a vu depuis les ponts, les autoroutes, les autoponts, les terres, BRT, tout ça qui passe à la mobilité urbaine. Toutefois, sur le plan économique et de l'employabilité des jeunes, beaucoup de choses restent à faire. C'est un problème qu'il faut régler, ajoute-t-il. Maintenant, dans un autre côté aussi, on peut aussi faire un bilan sur d'autres aspects, par exemple sur le plan économique.
avec des taux de croissance qui sont un peu jugés, un peu divisés, avec des taux de croissance de 6 à 7%. Malheureusement freiné par la Covid-19. Il y a eu le ralentissement l'année passée jusqu'à 1,7%. Donc, mais le plus gros chantier, surtout là où on peut vraiment reprocher au président et il a tout dit, c'est le problème du chômage, de l'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes chôment. Donc il n'y a pas d'emploi. Malgré les avancées notées dans certains plans, certains évoquent un bilan mitigé. Vraiment, les 10 ans, on peut dire que le bilan est mitigé. Donc, si vous prenez un domaine comme les infrastructures, vous savez que le président a fait beaucoup de réalisations d'abord avec le train express régional, le stade et les autres infrastructures qui se trouvent à Diamniadio. Mais du point de vue économique, ça tarde à booster parce que tu vois l'emploi des jeunes, la précarité, tout ça, ça gangrène la société sénégalaise. Il peut mieux faire, mais bon, sur les 10 ans qu'il a fait, on a vu qu'il a fait beaucoup de choses quand même. Les 10 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal se sont soldés par un bilan positif et négatif, d'après les analyses des uns et des autres. Même s'il y a une amélioration sur le plan des infrastructures, fort est de constater certains manquements sur le plan économique, emploi des jeunes, renforcement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit. Merci beaucoup Barthélémy Colly. Le président de la République Macky Sall s'est aussi prononcé lors des conseils des ministres sur l'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation des marchés. Ainsi, il a demandé aux ministres concernés de tenir une réunion avec l'ensemble des acteurs en vue de lui proposer une date avant le 15 avril 2022. Ce programme va permettre de consolider, construire, mais également de réhabiliter les marchés publics sur la période de 2022 et 2023. En société, les membres de la société civile tels que Africa Jom Center et Africa First ont déploré les traitements inhumanistes de la part des forces de l'ordre à l'encontre des activistes arrêtés mercredi. Aluntine et Sylvestre Mendy, victimes de ces actes, ont fustigé ces actes également à travers leur page Twitter. Voilà donc, Amicor, c'est une partie donc, de la politique au Sénégal. On a vu également le président de la République Macky Sall qui a fêté ses 10 ans au pouvoir. Et vous avez entendu l'avis des Sénégalais, c'est un bilan mitigé. Je vous laisse continuer avec les législatives. Nous continuons avec les élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Une trentaine de partis et de coalitions indépendantes ont déjà retiré leur copie de fiches de parrainage depuis le 11 mars à l'occasion de la séance d'information sur la collecte de parrainage organisée par la Direction générale des élections. Les responsables des grands partis et membres de coalitions ont cité parmi eux comme Askanui et les grands partis. Toujours avec les coalitions, nous allons parler de Agir. La coalition dirigée par Thierno Bocoum et compagnie ont profité de leur point de presse tenu dans la semaine pour parler de leur bilan de participation aux dernières élections locales, mais aussi ils ont évoqué d'autres questions telles que le système parrainage prévu pour les élections législatives. C'est le reportage de Barthélémy Colly. Après la réaction de la coalition Yewwi Askan Wi contre le parrainage pour les législatives 2021, c'est au tour de Thierno Bocoum de fustiger ce système face à la presse ce lundi. Ce parrainage est finalement un symbole parlant d'un je m'en foutisme assumé, d'un régime qui fait preuve d'une incapacité de faire primer les intérêts supérieurs d'une nation sur ses calculs politiciens, sur fond de volonté de se maintenir au pouvoir. Le 19 avril 2018, nous avions combattu le vote consacrant le parrainage au Sénégal. J'étais moi-même arrêté et gardé au niveau du commissariat central, ainsi que d'autres leaders, pour avoir dit non au parrainage. Aujourd'hui, le combat doit continuer dans le même sens pour toutes les raisons évoquées ci-dessous. Le leader du mouvement Agir réitère sa participation pour les élections législatives. Il a également évoqué les raisons de l'absence du mouvement aux dernières élections locales. La participation du mouvement Agir aux élections législatives
se voudra active. Notre candidature nous impose de remplir les conditions sine qua non pour pouvoir participer à ces échéances. Le mouvement Agir réitère sa volonté de collaborer avec d'autres forces de l'opposition dans le cadre de coalitions en vue d'apporter de vrais changements au sein de l'hémicycle. Vous avez tous entendu tout à l'heure le responsable des élections du mouvement Agir qui a parlé de la participation du mouvement Agir. Mais bien entendu, le fait que je n'ai pas été candidat a été une question qui s'est posée. Ça a été, il faut le dire très clairement, une option personnelle. C'est une option personnelle de ne pas être candidat aux élections locales dernières parce que c'est un choix politique qui a été défini avant la mise en place des différentes coalitions pour les élections locales et totalement assumé compte tenu de notre position sur le cumul de mandats. Les élections locales coïncidant avec les élections législatives, nous avions personnellement opté d'être candidats aux dernières élections citées. Un maire doit consacrer tout son temps à s'occuper de ses administrés et un député doit faire de même pour son peuple. Ces deux missions respectives doivent s'effectuer à plein temps. Par conséquent, nous considérons qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'occuper les deux postes en même temps et être ainsi incapable de remplir totalement les missions y afférentes. Pour faire face à ce système, Thierno Bokoum pense que la parole est une bonne chose, mais il faudra que l'acte suive la parole en militant pour une large mobilisation autour de cette question. Et puis, c'était une fierté dans la semaine. Donc, la police nationale a célébré donc les 40 ans d'existence des femmes. Un moment très important pour jeter un regard sur l'importance de la femme au sein de la police nationale. Suivons la réaction de certains Sénégalais dans ce reportage signé par Télémi Koli. La présence de la femme au sein de la police nationale au Sénégal fait 40 ans aujourd'hui. Cette place qu'occupe la femme dans ce corps de sécurité est diversement appréciée par certains. Aujourd'hui, là-haut, peut-être un homme, peut-être une femme, nous dit ce père de famille. Partout où il y a les hommes, il doit y avoir aussi des femmes aussi. La femme a toujours été une accompagnante par rapport à l'homme. Donc, si vraiment l'État a pu intégrer les femmes au niveau des corps de sécurité, moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc c'est une chose que nous saluons nous tous. Selon lui, aujourd'hui, les femmes ne doivent pas avoir peur d'intégrer les corps de sécurité et de défense nationale. Il faut leur donner la force d'y aller. Nous encourageons quand même que les femmes aussi aillent aussi faire les concours, qu'elles n'aient pas peur donc d'aller intégrer les services de sécurité et la police par exemple, l'armée, la gendarmerie, les eaux et forêts. Vraiment, nous avons besoin des femmes. La sociabilité de la femme est très importante dans toutes choses. Elle peut aider à stabiliser les ardeurs, nous dit ce monsieur. C'est très important parce que la femme, elle peut jouer le rôle de te faire parler. C'est une sociabilité quoi. Il faut être sociable quand même pour ne pas laisser la femme dehors quoi. La présence de la femme dans la police nationale n'est pas un inconvénient pour la société sénégalaise, selon certains. Pour eux, il faut les encourager à faire des concours de certains corps de sécurité et de défense. Il faut aussi savoir que là où peut être un homme, peut être une femme. Et puis le verdict est tombé hier sur le contrôle judiciaire du leader politique Ousmane Sonko. Donc le doyen des juges Mahama Diallo a suivi le réquisitoire du parquet en rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Ousmane Sonko qui a été proposée par ses avocats.
Et puis parlons des affrontements entre l'armée sénégalaise et le mouvement MFDC. La DURPA a informé qu'à la date du 22 mars, dans le cadre de la mission de sécurisation en Casamance, notamment dans le nord Sindian, les Djambars ont réussi à détruire totalement ou occuper les bases rebelles telles que à Bankingay, Djilamfale, Kigues et Katama, là où ont été tués les 4 militaires après les premiers affrontements entre le mouvement MFDC et l'armée sénégalaise. Voilà, Mohamed, c'était tout pour l'actualité politique. On en a des choses à parler sur les 10 ans du chef de l'État Macky Sall, mais aussi avec la maltraitance qu'a subi les activités qui ont été arrêtées hier, le mercredi passé, par la police, mais aussi on en a parlé aussi avec les affrontements entre l'armée sénégalaise et le mouvement MFDC en Casamance. Oui, Aminata Kor, comme on l'a vu dans les reportages, le président de la République Macky Sall a donc soufflé ses 10 ans d'existence au pouvoir. C'était donc le 25 mars 2012, le 25 mars 2022, 10 ans au pouvoir. Le bilan, comme on l'a suivi, beaucoup de Sénégalais en ont parlé, tel que le pouvoir qui a magnifié donc, les travaux que le président a réalisés, surtout dans le domaine donc, du transport. On a vu la construction de beaucoup de routes, mais aussi le BRT, mais également le train express régional. Mais on a vu aussi l'achat d'un avion, il faut le signaler aussi. Et aussi les travaux routiers, on a vu dans beaucoup au Sénégal, quand tu vas dans certaines régions, bien dans plusieurs régions, vraiment, il y a des travaux à magnifier, beaucoup de réalisés par le président de la République. Vous aussi, je pense qu'on ne va pas donc, sauter le pont de Foundiougne qui va être inauguré sous peu. Ce samedi même. Ça aussi, ce samedi, voilà. Donc, ce sont des travaux à magnifier. Donc, pendant 10 ans, il a vraiment réalisé donc, beaucoup de travaux. Mais comme l'a si bien dit également les autres, malgré c'est beau et tout n'est pas rose, voilà. Aussi il faut le souligner parce qu'on ne peut pas être dans un pays, on a le transport est nickel, mais les hommes ou bien les enfants ou bien les personnes âgées, donc pour accéder à la santé, pour accéder à l'employabilité, vraiment c'est dur, donc comme l'a si bien dit les autres. Donc dans un pays c'est comme ça, on ne peut pas tout faire, mais également il faut aussi voir le train de vie des populations. À chaque fois on dit que les prix sont augmentés, la flambée des prix, et le pouvoir est là, le gouvernement ne peut pas réaliser ce que veut donc la population. Donc c'est très dur de faire tout, mais on les encourage également de bien travailler et de satisfaire la population, parce que le niveau de vie de la population est très important. Ce qui est très important, c'est ça, donc de tout faire pour que la population soit satisfaite. Ok, je pense qu'à travers ces 10 ans qu'il a fait au niveau du pouvoir, donc je pense qu'avec le bilan, donc l'appréciation de l'opposition, telle que de l'opposition, mais aussi de la population, l'avis de la population doit être très important, parce que c'est eux qui vivent donc les moments les plus difficiles. Les infrastructures, c'est bon, mais il faut qu'il y ait d'argent pour entrer dans un bus. On ne peut pas entrer dans un bus sans pour autant avoir d'argent. Donc il faut qu'il fasse de plus pour l'employabilité des jeunes, donc aider les jeunes à trouver un emploi, mais aussi essayer donc de réduire donc les denrées alimentaires, parce que c'est la souffrance des populations. Malgré tout, on ne peut pas tout faire pour un pays, donc malgré les réalisations, il y aura des gens qui vont parler, mais bon, ça lui permettra là vraiment de regarder là où ça fait mal. Donc, oui, ça fait mal. Voilà. Amina, ça aussi, pour résoudre le problème, il faut que ces pions, donc lui, il a ses pions. Ses pions, ce sont ses proches, les ministres, tout ça. Tous les ministres, ce qu'on leur a proposé, leur chargé, il faut que ça se réalise sur le terrain. Mais il ne s'agit pas d'organiser le conseil des ministres. Chaque ministre va venir, va présenter. Voilà, on a ça, on a ça. Alors que en réalité, sur le terrain, ça n'existe pas. Ouais, ça. Donc ça aussi, il faut bien analyser les choses. Donc l'avis des populations, comme tu l'as dit, ce sont les populations qui sont capables de dire telles sont les choses. Mais quand tu es ministre, on te charge une chose, toi tu ne descends pas sur le terrain et tu viens donner un bilan. Ça c'est un paradoxe pour moi. On va sauter cette étape pour parler
avant de sauter cette étape, il faut aussi souligner que vraiment dans la politique, il y a des choses à souligner. Les gens ont parlé beaucoup d'emprisonnement, donc d'emprisonnement de candidats, des hommes politiques et tout ça. Ça aussi, il faut le souligner aussi. Bah, je ne suis pas le juge, mais également, c'est ce qui s'est passé pendant les 10 ans de Macky Sall. Il y a aussi l'incarcération de Khalifa, mais également beaucoup d'hommes politiques, il faut le souligner. C'est la loi, voilà. Donc c'est le moins le plus calé, quoi. Voilà. Pour parler aussi du parrainage, je pense qu'on en a parlé la fois dernière. C'est un système qui est mis en place pour certains, un système qui va bloquer certains candidats pour aller aux joutes législatives. Mais c'est un système aussi qui va régulariser. Donc je ne sais pas s'il y a de vérité ou pas. Nous ne sommes pas des juges, mais voilà, donc le problème est là. En tout cas, comme on l'a dit, il y a des partis politiques qui sont allés, qui ont retiré leur fiche. Voilà, donc pour dire que peut-être on ira dans des élections paisibles. Je pense que c'est pour dire que malgré le parrainage ne peut pas nous empêcher donc, à avoir un député. Donc ils ont confiance en eux parce que je pense que même quand on a dit, avec tout ce qu'on a donné pour le parrainage, si on a confiance en soi et on sait que là où on va, on a des gens qui vont voter pour nous. Donc ça ne vaut pas la peine de refuser le parrainage. Donc oui, il y a les gens qui ont déjà retiré leur fiche comme on l'a dit. Donc oui, ils sont prêts. Donc, à accepter le parrainage, malgré tout, on a vu des manifestations sur ça. Oui, les manifestations comme les activistes Guy Marius Sagna et Africa First et FRAPP, tous ces sociétés civiles-là ont été sur le terrain, mais ils ont été malmenés de manière vraiment inhumaniste, comme ils l'ont bien dit. Les activistes sont là, c'est le mouvement de la société, ça date depuis très longtemps dans l'histoire politique du Sénégal. On ne peut pas empêcher que les activistes disent leurs mots parce qu'on est dans un pays démocratique, donc c'est ça. Amis, on va sauter ça pour parler du conflit casamançais. On dit que c'est fini maintenant. Pourquoi c'est fini? Parce qu'on a dit que toutes les bases rebelles ont été détruites et donc... Salif Sadio a fui avec son épouse, on dit qu'il est en Gambie. En tout cas, l'armée est très déterminée, amis, pour mettre la main sur Salif Sadio et amener la paix en Casamance. Effectivement, quand on a entendu cette information, donc on paraît être un peu contente, mais bon, ce qu'on souhaite, ce n'était pas même le flux de Salif Sadio, mais c'est l'entente entre le Sénégal, le pays, ou bien même la Casamance, le mouvement MFDC et l'armée sénégalaise. Donc il y a beaucoup de familles qui ont quitté leur village pour se réfugier en France, en Gambie du moins. Donc ce n'était pas quelque chose qu'on a souhaité, malgré tout que l'armée a pu détruire tous les bases où se cachaient les rebelles. Mais je pense qu'il faut faire de toute sorte que vraiment la paix revienne en Casamance, que même Salif Sadio qui est parti en Gambie revienne en paix et qu'il se réconcilie avec le Sénégal, mais aussi avec l'armée, et on va essayer de gérer le problème, qu'il se finisse et on évite ça. Est-ce qu'on peut éviter ça, vu que là-bas, les rebelles sont des personnes qui ne sont pas des gendarmes ou bien des militaires. Ils sont là-bas, ce sont des personnes qui ont leur village, leur famille et tout ça. Le travail, c'est quoi? Parfois, ils coupent les arbres. Parfois, ils font des braquages, comme on l'a vu, ils ont effectué un braquage pendant la semaine. À Bignona, voilà, vous voyez. Est-ce que ça aussi, c'est normal dans un pays? Prendre le bien d'une personne en force et prendre la tempête. Est-ce que ça aussi c'est normal? Est-ce que aussi le fait que l'armée a pris sa détermination pour détruire les bases et prendre cette zone en Casamance, ça va aussi, je pense que ça va aussi amener la paix. Moi j'aimerais avoir l'avis de la population dans cette zone. Est-ce que ces populations qui sont agressées sont contents de l'acte de cette opération? Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu dire que les populations de la zone se disent donc satisfaites sur les réalisations. Effectivement, c'est compliqué parce que déjà la Casamance est vaste et il y a une forêt dense qui est là-bas. Donc même quand l'armée parvient à détruire les bases militaires, les bases des rebelles, et si ces gens-là sont encore là, donc
ils sont cassés quelque part. Donc c'est compliqué. En tout cas, malgré tout, on est satisfait donc, de la réalisation de l'armée sénégalaise. Mais ce qu'on veut le plus, c'est que l'armée sénégalaise, donc le conflit casamançais cesse enfin. Donc, et la paix revient en fait, parce que les familles qui ont quitté leur village pour aller en Gambie, donc ils ont perdu les enfants, donc les enfants qui devaient aller à l'école, donc ils ne se peuvent plus aller à l'école. Donc tu vois, donc le problème c'est pas seulement l'armée ou le Sénat, mais les habitants qui habitent là-bas, ils ne peuvent plus faire leurs activités. Voilà. Même j'ai entendu surtout les femmes qui souffrent, les enfants, donc c'est ça. J'ai même entendu que Adama Barrow avait pris des décisions pour soulager les populations, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Voilà, c'est dans les informations. Et à souligner aussi que les écoles étaient fermées dans certaines zones en Casamance. Ça aussi, ce sont les conséquences de la guerre. Il faut éviter la guerre. Quand on voit les images, c'est vraiment triste. Des villages donc détruits avec de l'armée, mais vraiment c'est très difficile. 40 ans d'existence de la femme au sein de la police nationale, c'est une fierté. Une très grande fierté pour nous, malgré tout, nous ne sommes pas des policières, mais donc la présence de la femme dans la police a joué un rôle important. Donc quand on a assisté donc l'événement qui s'est passé au niveau de l'école de police, on a fait zoom sur les grandes dames qui ont marqué donc l'existence de la femme. On peut citer Anna Semoufaye, donc vous savez, elle a marqué donc un grand pas au niveau de la police. Il y a d'autres femmes, j'ai suivi une femme au niveau de la télé, j'ai oublié son nom. Elle est de Saint-Louis, elle était donc au colonel, machallah. Donc ça, c'est une fierté. Donc vous savez, la police, donc les femmes ont géré beaucoup de postes au niveau de la police. Et je pense qu'elles font partie des gens qui ont participé à l'amélioration des travaux au niveau de la police, mais aussi au sein de la sécurisation au niveau du Sénégal et à l'extérieur. Merci beaucoup, Aminata Kor. Donc c'est une fierté pour le Sénégal de voir ces braves dames au sein de la police nationale. Là aussi, je pense que la parité a été respectée, mais il faut dire que ce sont les hommes qui sont les plus représentés au niveau donc, de la police. Ouais, ça se voit, mais vous avez... on est à côté de vous, en tout cas. Ça. Merci, Ami, pour ce débriefing. Donc, on va marquer une petite pause pour revenir. Voilà, mesdames et messieurs, on va parler maintenant donc, de ce grand forum, le 9e forum mondial de l'eau qui s'est déroulé à Dakar. Ça prend fin ce 26 mars, mais il faut aussi retenir les propos du président de la République, Macky Sall, qui a vraiment inauguré le 9e forum au centre de conférence Diamniadio. Ce qu'on peut retenir, c'est que le président de la République, Macky Sall, a invité aux pays du G20 vraiment de prêter attention aux problématiques liées à l'eau, notamment au XXIe siècle. Le président de la République, Macky Sall, que je propose d'écouter. De notre adhésion à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. C'est enfin le sens de l'initiative sénégalaise d'inscrire dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois en avril 2016, la thématique eau, paix, sécurité lors de son mandat au Conseil de sécurité. Nous avions voulu contribuer à la prise de conscience internationale sur les risques élevés de conflits liés à l'eau au XXIe siècle. De la même manière, je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies. Après le président de la République, Macky Sall, l'autre président du Conseil mondial de l'eau, M. Loïc, a pris la parole. Dans son discours, il a cité les 4 obligations qui serviront à aider, apporter, mais également de permettre à tout un chacun d'accéder à l'eau. Je propose de suivre les explications de Oumou Kalsoum Diallo. Le Forum mondial de l'eau, la 9e édition, une première fois au Sénégal. La culture sénégalaise bien démontrée devant le monde entier.
Son Excellence M. Macky Sall exprime sa satisfaction d'accueillir ses homologues présidents, mais aussi très intéressé par l'accès de l'eau à tout le monde, surtout dans le milieu rural. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. 25 ans après sa première édition à Marrakech, le Forum mondial de l'eau se tient à nouveau en terre africaine, alors que la raréfaction des ressources hydriques et la dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver. Et pour le président du Forum mondial de l'eau, l'importance de cette liquide ne doit être point négligée. Ressemble à l'eau, car l'homme, comme l'eau, est toujours source de vie et parfois de mort. Et quand l'eau est en danger, l'homme l'est aussi, tout comme la nature. Situation inacceptable, l'angoisse de centaines de millions de femmes et d'enfants qui chaque matin sont en quête d'une eau lointaine et trop rare, avec au bout du chemin quelques litres seulement pour l'hygiène et la nourriture. Quand l'eau coule, le bonheur s'effoule. C'est pourquoi, selon tous les intervenants, l'eau, source de vie, doit être préservée pour le bien de tous. L'eau a été célébrée à Dakar, occasion saisie par la population, telle que celles qui sont à Nord Foire, de hausser le ton, mais également de demander aux autorités étatiques de tout faire pour résoudre ce problème lié à l'eau, tel que la cherté donc des factures, les coupures intempestives. Souleymane Sokhna, reportage. 9e fois pour l'organisation de ce forum de l'eau organisé cette année au Sénégal. Certaines populations soulignent que c'est simplement du bluff que les autorités étatiques font lors de ce forum. Mais ils ne sont pas là pour décanter le problème de l'eau au Sénégal. Ils en ont fait plusieurs de ce forum-là. Il y en a eu plusieurs, à mon connaissance. Mais ça, il faut ça, vous savez ce que c'est. C'est pour récolter des sous. C'est tout. Pour récolter des sous. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre. Ils ne vont rien faire, rien utiliser, rien. C'est dans ce sens que les habitants de parcelle unité 28 et Nord Foire dévoilent les difficultés qu'ils rencontrent en matière d'eau, surtout l'eau potable. Mais malheureusement, l'eau reste un problème. Le manque d'eau reste un problème. Ici des nouvelles à Nord Foire, là nous sommes présentement. Ces populations pensent qu'après ce forum, il y aura des solutions pour ces problèmes rencontrés en eau. Je pense qu'après le forum, on aura des solutions pour les difficultés que nous rencontrons en eau, parce que l'eau est trop chère malgré son manquement. Le forum de l'eau qui se déroule actuellement au Sénégal, qui suscite beaucoup de versions envers les populations, avec certains qui disent que ce sont des dires simplement, mais d'autres pensent qu'il y aura des changements après le forum de l'eau qui se déroule actuellement au Sénégal. Notre forum a été organisé à Dakar, c'est le forum de Barthélémy Diaz, forum dénommé L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. Le maire de Dakar a clôturé son forum. Ce qu'il a conclu, c'est que le plan Orsec du président de la République est un véritable échec. Je propose de l'écouter. Je vais faire une publication et tous les Dakarois verront qu'il y a une nappe phréatique très importante pour Dakar. De Grand Yoff à Parcelles, au temps des colons, il y avait un assainissement meilleur. Mais aujourd'hui, c'est impossible car les travaux sont là. Et souvent, les eaux sont des fosses septiques. Ça infecte la nappe phréatique, raison pour laquelle vous constatez très souvent ces couleurs rougeâtres de l'eau que nous consommons aujourd'hui. Mais si vous allez dans les nouvelles villes, vers Mboro, la nappe phréatique est normale. Mais aujourd'hui, il y a des travaux et si on n'y prend pas garde, il sera impossible dans les jours à venir d'utiliser ces eaux. Nappes phréatiques à cause des nappes qui sont infectées à cause des fosses septiques. Voilà, donc on va aussi parler d'autres choses, Aminata Kor, avant donc, le débriefing de cette population, cette colonie nigérienne qui ont envahi le Sénégal. Effectivement, depuis le début du mois de mars, on a constaté que beaucoup de Nigériens ont rallié la capitale sénégalaise sous prétexte de mendier, mais les autorités sénégalaises et nigériennes semblent trouver des solutions à ce phénomène, suivant les explications avec Adama Faye.
Depuis quelque temps, Dakar est la nouvelle destination de ressortissants ouest-africains qui ont fait de la mendicité leur principale source de revenus. Le canal 4 fait office de point de ralliement de ces 100 domiciles fixes qui tiennent à vivre en communauté. Mais selon plusieurs interlocuteurs, cette activité qui s'apparente à la mendicité exportée et entretenue par des réseaux qui viennent d'une même région, un trafic qui n'est visiblement pas à son apogée puisqu'en début du mois de mars, une quarantaine de Nigériens ont été interceptés à Kidira alors qu'ils étaient en partance pour Dakar. Les convoyeurs ont été jugés et condamnés à 2 ans, dont 6 mois fermes de prison. Les sans-abri nigériens de Dakar sont constitués de couples, mais rien n'indique que les enfants qui constituent une bonne partie de la colonie sont les leurs. De son côté, le gouvernement nigérien s'est exprimé sa surprise d'autant qu'il trouve que la présence de ces personnes n'a aucun rapport avec la situation sécuritaire liée au terrorisme ou au déficit alimentaire. Par le biais d'un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Tidjani Idrissa Abdulkari, les autorités nigériennes affirment qu'il s'agit d'un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisées par des groupes criminels en direction de certains pays voisins et même au-delà. Dans l'immédiat, des instructions ont été données aux services compétents en vue d'évaluer la situation sur place en rapport avec les autorités sénégalaises et de prendre les mesures appropriées. Ensuite, des dispositions seront prises en vue de regrouper ces personnes dans des sites sécurisés en attendant leur prise en charge de façon conséquente. Jointe par téléphone, l'ambassadeur du Niger a confié à Dakaractu que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour solutionner ce phénomène. Merci Adama Faye. Nous allons parler de nos plats traditionnels qui se raréfient de nos jours au Sénégal. Les malbouffes gagnent du terrain et certains Sénégalais ont tenté d'expliquer les régions dans ce reportage signé Oumou Kalsoum Diallo. Les repas traditionnels sont presque laissés en rade à cause de l'utilisation des malbouffes. Les gens même vivaient plus longtemps d'après Mansour Mbaye. On doit arrêter les malbouffes, c'est pas bon pour la santé. Avant même, les gens ne vivent plus longtemps. Le tranche d'âge aujourd'hui, c'est de 60 ans et ça n'arrive même pas à 70 ans, ce qui n'est pas bon. Mamoudou Mbaye lui dit que les Sénégalais ne savent pas en réalité l'importance des repas traditionnels qui rendent forts. Je ne vais pas dire que ce ne sont pas de bons aliments, mais nous, ce que nous mangeons, c'est vraiment le mbakhal, qui est un plat formé à base de l'arachide. On l'aime très bien. Moi, mon plat préféré, c'est le mbakhal pouj-pach. Donc, c'est vraiment riche en nutriments, tels que les vitamines et tout ça. Je conseille aux femmes de revenir préparer les plats traditionnels. Vraiment, c'est très important pour la santé. Ngone Ndiaye, quant à elle, met l'accent sur l'importance et les vertus des repas traditionnels sur les nourrissons qui leur donnent des vitamines. Je conseille aux femmes de préparer aussi les repas traditionnels parce que vraiment, je vois que ces repas sont riches en fer, donc ce qui est très important pour la santé. Et nous, ce qu'on conseille, donc, c'est de faire que tous les enfants mangent les aliments traditionnels parce que ça emmagasine beaucoup de vitamines et ça, c'est très important pour la santé. Moi, je dis que les femmes aujourd'hui sont très paresseuses. C'est là seulement, donc il faut aussi mélanger et éviter de manger seulement les malbouffes. On peut dire donc que les repas traditionnels de manière générale sont peut-être laissés en rade par la population sénégalaise, mais n'empêche, certains font appel à la ramener pour la bonne santé et l'hygiène de tout un chacun. Merci Oumou Kalsoum Diallo pour ce bon reportage. Les plats traditionnels de nos mamans se fait oublier actuellement par les jeunes filles. C'est nous, il y a le mbakhal sal, mais aussi... Oui, et le domoda et le mbakhal pouj-pach. Il y a aussi le nyeleng. Le nyeleng, ce plat-là, il n'y a que les Salim qui le connaissent. Ouais. Alors, une bonne nouvelle pour le Sénégal. Le directeur de l'Office national de l'assainissement, Babacar Fall, a annoncé que le Sénégal travaille à la mise en œuvre d'un programme national de réutilisation des eaux usées et des eaux de vidange dans le but de créer un secteur privé, les conditions d'une industrialisation de l'assainissement, de la production de boue, de vidange, d'engrais, d'électricité et aussi industrielle.
Les entreprises sénégalaises sont souvent oubliées dans le grand chantier du gouvernement, une situation que déplorent certains Sénégalais. Par contre, d'autres soutiennent que les chefs d'entreprise locales ne font aucun effort pour bénéficier de ces offres. Reportage à la Tcham. Les jeunes cadres et intellectuels sont toujours relégués au second plan sur les offres de marché que l'État donne aux entreprises étrangères. La majeure partie des grands projets de construction sont au profit des entreprises étrangères, chose que certains Sénégalais ne magnifient pas. On doit d'abord donner aux entreprises sénégalaises avant de passer aux entreprises étrangères. C'est ce que moi je pense. Il faut que les Sénégalais aient d'abord et après les étrangers. Donc moi je pense qu'on doit payer 200 000 pour les Sénégalais et 100 000 pour les Sénégalais. Ne peuvent pas gérer certains projets, ils n'ont pas assez de moyens pour certaines infrastructures, donc on a besoin des multinationales pour la réalisation de ces projets. Je ne vois pas de mal dans ça. Je pense que c'est normal de voir les entreprises étrangères gagner des marchés. On n'a pas les moyens pour gérer certains projets de construction. Dans un pays de patriotes, on n'exclut pas des investisseurs, mais le Sénégal aux Sénégalais d'abord doit être un slogan pour la réalisation. Parce que ici au Sénégal, on a vu qu'on a plein de jeunes qui sont diplômés, donc il y a d'autres qui sont là également, même s'ils ne sont pas diplômés, mais quand même dans les différentes entreprises. Voir notre situation, les Sénégalais, quoi. Parce que je pense que c'est la priorité. Donc il faut prioriser d'abord les Sénégalais, ensuite les étrangers. En ce qui concerne les appels d'offres, les Sénégalais doivent être la priorité. Parlons de 2S Vision, est une association qui a été lancée dans la semaine à Escape Urbam. Les acteurs de la dite association comptent œuvrer dans le social au niveau international, mais aussi national. La mairie de Grand Yoff est prête à épauler ses militants. Le compte rendu de Mohamed Sek. Le mouvement 2S Sénégal Social a été officiellement lancé dimanche dans les locaux de la mairie de Grand Yoff. L'objectif de ce mouvement, porté par des jeunes ambitieux, est d'arriver à résoudre les problèmes des populations, surtout dans le domaine social. Les ambitions de Vision 2S sont des ambitions sociales. Qui dit social a beaucoup de choses. On est dans un pays que vraiment les gens ont besoin du social. Le vrai mot social. Les gens l'utilisent, mais sur le terrain, on ne peut pas faire les choses comme tel que. C'est pourquoi la vision du projet sur le social, sur tout ce qui touche l'environnement, sur tout ce qui touche les autres secteurs de la vision 2S le social. Bon, on vient de faire le lancement dans la salle. Le monde c'est le projet que nous travaillons. C'est pourquoi on appelle tous partenaires de venir travailler avec Vision 2S parce que nous sommes une jeunesse qui veut œuvrer sur le social et les personnes parce que le pays a besoin vraiment de social absolument. Président du mouvement 3S, Elazi Sambandjaï porte une nouvelle casquette en tant que président de Vision 2S. Certes, la mission semble difficile, mais avec la collaboration de la jeunesse de Escape Urbam et les autorités, les objectifs seront atteints. Ce ne sera pas facile, mais c'est un défi. C'est un défi. Il y a un défi qu'il faut savoir relever un défi. Bon, rien n'est facile dans la vie, mais avec des jeunes qui combinent les Vision 2S, avec leurs compétences, avec leurs relations, on espère qu'on va relever le défi. Inch'Allah, ce sera quelque chose de génial. Vraiment, d'ici peu de temps, on verra vraiment les actes que va faire. Mais on sait bien que ce ne sera pas facile. Mais Dieu a l'amour. Venu représenter le maire de Grand Yoff à cette cérémonie de lancement, l'adjoint au maire Bassirou Samb a transmis les félicitations et les encouragements du maire Madiop Diop de cette belle initiative. Ainsi, il espère une bonne collaboration entre les deux structures. Le maire nous avait demandé de dire aux membres de ce mouvement Sénégal Social qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de la mairie et qu'ils peuvent surtout compter sur la collaboration de la mairie parce que les chantiers sont énormes, sont nombreux et les autorités seulement ne peuvent pas les relever. Il faut une participation active des citoyens pour qu'ensemble nous puissions amener notre pays vers le développement.
La collectivité locale reste l'autorité la plus proche de la population. Et nous avons des domaines de compétences assez variés. Et la collectivité n'a pas souvent les ressources nécessaires pour être dans l'ensemble des quartiers. Mais si dans chaque quartier, nous comptons une structure comme Sénégal Vision, elles ne seront que le prolongement de ce que doit faire la commune. Parce que s'ils parviennent à résoudre quelques questions au niveau des quartiers, ce ne sera que bénéfique. Maintenant, il faudra réfléchir sur un cadre de partenariat entre ces structures et la commune que nous dirigeons pour qu'ensemble nous puissions satisfaire les populations. Parce que l'objectif de la municipalité, c'est satisfaire ses administrés. L'objectif de telle structure, c'est aussi arriver à résoudre les problèmes des situations. Donc, une bonne collaboration entre la municipalité et les structures citoyennes ne pourra être que bénéfique. Vision 2S peaufine 2 points forts pour le développement de Scat Urbam, tels que le dialogue avec les femmes, c'est pour porter leurs problèmes devant les autorités, le cadre de vie, des bourses d'études aux étudiants, mais également instaurer un dialogue entre les émigrés. Vision 2S aura des représentants partout au Sénégal et au niveau international. Mohamed, voilà, on a un autre collectif donc, qui a manifesté donc, ces problèmes au niveau de leur entreprise dans la semaine. Oui, exactement. Ce sont le collectif des ouvriers de l'industrie et des mines du Sénégal qui a dénoncé vraiment leurs conditions de travail. Donc ces ouvriers ils ont dénoncé leurs conditions de travail. Il existe également la transparence dans la gestion de cette entreprise. Leur point de presse, Ousmane Niang, était là-bas. Le collectif des ouvriers sénégalais dont les mines et dont les industries ont souvent rencontré à de nombreuses difficultés pour se faire entendre. Ils ont mis sur la table beaucoup de doléances qui leur en manquent, notamment le non-respect des contrats signés, les indemnisations et les assurances maladie, entre autres. Le collectif des ouvriers sénégalais dont les mines et dont les industries ont souvent rencontré à de nombreuses difficultés pour se faire entendre. Ils ont mis sur la table beaucoup de doléances qui leur en manquent, notamment le non-respect des contrats signés, les indemnisations et les assurances maladie, entre autres. L'entreprise doit être en règle par rapport à l'ouvrier, en tout état de cause. Mais ensuite, il doit mettre l'ouvrier dans de bonnes conditions de travail au niveau du chantier ou bien au niveau de l'atelier. Quelqu'un qui fait un travail en hauteur, il doit avoir tous les équipements nécessaires. Un harnais, voilà, une bonne casque de sécurité et tout ça. Donc il doit être équipé de A à Z et de façon adéquate. Il y a des manquements au niveau de ces entreprises-là. Après le problème des ouvriers, un autre problème dans le secteur minier et celui de l'industrie, ce collectif n'a pas tardé à se prononcer là-dessus. Selon eux, ces deux secteurs qui constituent un socle pour le développement ne peut pas se faire sans la transparence. C'est pourquoi ils interpellent les autorités à faire preuve de transparence. Sans eux, nous, on n'existe pas. Mais sans nous aussi, eux, ils n'existent pas. Donc on doit travailler la main dans la main. Parce que tout ce contenu local dont on parle, ça nous concerne nous tous, et les ouvriers et les entreprises. Parce que si on arrive à nationaliser l'industrie du Sénégal, c'est-à-dire qu'on arrive à donner les marchés aux entreprises sénégalaises, eux, ils vont y trouver leur compte, mais nous aussi, on va y trouver nos comptes. Donc on est des partenaires et on les appelle à travailler dans une synergie parfaite. Face à cette situation, COSMI compterait faire des sensibilisations afin de permettre aux ouvriers sénégalais de mieux connaître ce qui leur revient de droit et de les revendiquer. Autre groupe de personnes qui a manifesté donc sa colère, ce sont donc les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont donc dénoncé les problèmes tels que les omissions de notes au niveau donc des examens, mais également ils sollicitent aux autorités administratives de résoudre leurs problèmes le plus rapidement possible. Nous allons écouter Seydina Oumar Niang. Il est l'un des porte-parole de ces étudiants, interrogé par Souleymane Sohna. Au motif de ce point de presse, c'est tout simplement parce que nous sommes des étudiants régulièrement inscrits. Nos pères étudiants nous font confiance, donc nous sommes là pour porter leur combat. Il y a un constat qui est fait au niveau de cette faculté. Au sortir des résultats du session normale,
beaucoup de cas d'omission notes ont été notés. Les étudiants ont suivi la procédure normale, ils ont fait des réclamations de notes, ils ont fait des demandes de réclamation de notes qu'ils ont adressées à l'autorité et aux professeurs. Malheureusement, rien n'a été fait. Il n'y a eu aucun suivi par rapport à ce cas d'omission de notes des étudiants. Et je sais que les étudiants qui ont eu ce cas sont très importants en nombre. Ce qui fait que la conséquence est que ces étudiants-là sont directement allés en session de rattrapage. Pourtant, tout le monde sait qu'à l'université, réussir est difficile. Les examens sont très difficiles. Et en session normale, le taux de réussite est infime, très faible. Aujourd'hui, nous sommes allés aux sessions de rattrapage. Les résultats tardent à sortir. Et pourtant, l'autorité a sorti un communiqué il y a une semaine pour dire que l'année académique nouvelle va débuter le lundi passé, c'est-à-dire le lundi 21. Ce qui pour nous est un paradoxe. Les étudiants ne savent pas s'ils sont déjà en licence 3, ceux qui étaient en licence 2, ceux qui étaient en licence 1 ne savent pas s'ils sont en licence 2. Et donc, comment ils veulent que ces étudiants-là puissent s'inscrire et continuer les cours? Je pense que c'est un paradoxe. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander à l'administration de sortir au plus vite les résultats de la session de rattrapage. Une fois que ces résultats soient sortis, que le droit des étudiants puisse être respecté. Souleymane Sokhna, merci beaucoup. Souleymane Sokhna qui nous a donc ramené cette information provenant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec ses élèves, ou bien ses étudiants qui en ont marre, de ces omissions notées au niveau des examens. Vraiment, ça aussi, c'est très difficile pour les étudiants. Très difficile pour si ces vous faites étudiants. des examens et on ne corrige pas normal ou bien voilà, on ne vous donne pas vos notes. C'est compliqué, on n'aura pas la tête tranquille en tant qu'étudiant. Donc, les études à l'université, c'est très difficile. Donc, avoir ces notes pour savoir là où le bas blesse, donc c'est important. Donc, l'administration doit faire le tout pour leur donner leurs notes afin qu'ils puissent savoir là où ils vont placer le main en fait. Merci, Ami. On a aussi parlé de l'eau, le liquide précieux qui a été célébré à Dakar. Et les Sénégalais en ont parlé, tels que la cherté des factures, mais également les coupures intempestives, mais aussi la déclaration du président de la République Macky Sall qui dit que le G20, les pays les plus forts, doivent donc considérer, faire attention à l'eau et ses risques. Je pense que c'est une bonne déclaration et qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et aussi le président du Conseil mondial de l'eau, M. Loïc, qui a donné donc quatre obligations qu'il faut respecter pour que l'on accède à l'eau plus facilement, notamment dans la campagne, surtout dans la campagne où il n'y a pas de l'eau. Je dis que chaque fois on dit l'eau, mais aussi ce n'est pas l'homme seulement qui a besoin de l'eau, les animaux, les arbres ont besoin aussi de l'eau. Parce que quand tu vas dans certaines zones, là-bas au moment de la sécheresse, au moment de la période de la sécheresse, c'est très chaud. Oui. C'est très chaud. Donc je ne sais pas comment on va faire pour permettre à ces êtres vivants, ces herbes, ces arbres, de profiter de l'eau. Elle aussi, donc pour survivre. Voilà, donc vous savez, le nord du Sénégal, donc c'est dans la région de Saint-Louis, il y a aussi un peu de sécheresse à côté et il y a beaucoup d'éleveurs, nos parents qui sont là-bas. Donc l'hivernage, après l'hivernage, donc il n'y a plus d'eau au niveau des marigots et tout. Donc ça pose problème pour alimenter, pour donner de l'eau à leurs vaches et tout. Donc l'eau est importante, non seulement c'est pas pour nous les humains, nous les personnes, les gens, mais c'est important pour tout ce qui est sur terre. Parce que les arbres, il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'ils puissent grandir. Donc nous aussi, on a besoin de l'eau, les animaux, on a besoin de l'eau. Donc l'utilisation doit être importante. Il faut éviter aussi de gaspiller l'eau. Parce que quand on a de l'eau, il y a des gens, même quand pour se laver, il y a un seau tellement plein de l'eau. Donc c'est un gaspillage. Au moment où il y a des gens, pour avoir de l'eau, ils parcourent des centaines de kilomètres pour accéder à l'eau. Donc quand on a de l'eau, il faut essayer de le garder, donc ne pas gaspiller, mais aussi faire
la construction des forages, comme tu l'as souligné tout à l'heure, dans les villages donc, qui ont tellement des problèmes d'accès à l'eau. Quand Dakar a un problème de l'eau, donc je ne parle pas d'autres villages qui n'ont même pas de forage. Donc les femmes parcourent des kilomètres avec des charrettes donc, pour avoir de l'eau. Donc c'est important donc, ce sommet qui est organisé même ici au sein de notre pays, le Sénégal, mais aussi magnifier donc, la déclaration du chef de l'État Macky Sall qui a mis donc, en garde les pays des G20 parce qu'ils sont plus riches que les pays donc, qui sont là. Donc essayer d'aider les pays en pauvre en matière de l'eau parce que sans l'eau, l'homme ne peut pas survivre. Tout ce qu'on fait dans la vie, on utilise l'eau. Donc c'est important aussi. Vital. Voilà, donc c'était une occasion aussi pour les populations donc, de Nord-Foire donc, de montrer le problème. Mais aussi de Dakar. De Dakar, on a partout des... Voilà. On rencontre ces difficultés-là. Voilà, même au moment du sommet, il y a des coupures d'eau, donc c'est compliqué. Oui. Même ici à la cité Kergorgui, on a vécu il y avait donc une coupure. Voilà, donc il faut essayer de faire tout pour que tout un chacun donc, puisse bénéficier de l'eau. Donc je pense que même aussi dans les écoles, dans les écoles, on ne peut pas étudier sans l'eau. Les enfants boivent, donc la craie, on efface. Actuellement, on a des tableaux où on efface avec peut-être des feutres et tout. Mais l'eau, quand on a besoin de l'eau pour effacer, mais pour nettoyer les toilettes et tout, et s'il n'y a pas d'eau, en plus l'eau n'est pas aussi saine pour qu'on puisse boire ça, c'est un autre problème. Merci beaucoup, d'accord, de pertinentes analyses. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance de l'eau, mais également sa conservation, parce que aussi il ne faut pas l'oublier, c'est une ressource non renouvelable. Hein. Donc il faut la protéger, cette maman-là, qui nous protège chaque fois. Vraiment, donc c'est très important. Dakar, la capitale, on consomme beaucoup de l'eau. On consomme de l'eau. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans la capitale, dans la campagne, là aussi, vraiment, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai eu à faire un reportage chez nous là-bas. Même les enseignants n'ont pas de l'eau pour effacer. Donc, ils envoient les jeunes, les élèves, puiser de l'eau au niveau des puits. Imaginez ce danger-là. Si on avait donc de l'eau, ou bien des forages qui sont construits, là-bas, je pense qu'il n'y aura pas ce problème-là. Le manque de pâturage au niveau du fleuve Sénégal aussi. Quand la saison sèche est venue, on voit donc les troupeaux venir chez nous là-bas. Parce que nous, au niveau donc, de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, c'est presque fertile le sol, c'est l'argile. Donc il y a le pâturage qui est là-bas. Les animaux, les troupeaux vont venir là-bas, ce qu'on appelle les Ndourenabe. Ils connaissent ce que c'est dit. Quand ils viennent là-bas, pendant toute donc, la saison sèche, les animaux sont là-bas et ils vont se nourrir avec les herbes qui sont là-bas et les flaques d'eau, parce que là-bas aussi il y a des marigots et tout ça. Donc pour dire que si on construisait donc, des bassins au niveau de bassins là-bas, au niveau du fleuve Sénégal, ou bien en dehors vers Louga et tout ça, les régions du Sénégal les plus sèches, si on construisait donc des bassins pour permettre aux animaux, aux éleveurs, de pouvoir donc abreuver leurs animaux, ce sera très important, encore. Parce qu'il faut aussi penser à ça. Le développement d'un pays se passe par l'agriculture. On doit tout faire pour donc, cultiver pendant la saison sèche. Mais ne me dites pas qu'on va cultiver pendant la saison des pluies et on va cultiver seulement dans le bassin arachidier et à Sine et à Saloum. Donc ça, il faut jouer avec l'agriculture. La culture maraîchage est là. Donc c'est l'eau qui va permettre de faire ça. Si on n'a pas ça, donc vraiment, l'agriculture va diminuer. Alors que l'agriculture fait partie d'un des leviers pour développer. Effectivement, donc je pense que le chef de l'État ou les autorités qui gèrent ce secteur vous entendront. Donc il faut faire tout donc, pour donner plus de bassins de rétention, mais essayer donc de donner le maximum de l'eau dans les villages, mais aussi dans les communes là où on peut faire le maraîchage. C'est pour aider les femmes, c'est pour aider les éleveurs, mais aussi aider à toute la population sénégalaise. Merci Aminata Kor. Je pense que le message est déjà lancé et c'est la Time for Africa. Voilà, nous avons donné nos idées, hein, parce que nous aussi, en tant que journalistes, on a quelques mots à dire. C'est pour le bien de la population. On est arrivé au terme de ce grand journal. Ce qui reste, c'est la page sport et on va marquer une petite pause pour revenir.
Voilà, donc la page sport avec les barrages pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ami, hier, est-ce que tu n'étais pas un peu frustré sur la défaite? Vraiment, j'avais la pression comme si on jouait encore la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. J'arrive même pas à suivre le match sur la télé, donc je me suis basée sur un documentaire. Et pourquoi il faut regarder le match? La finale, vous l'avez regardée ici à la télévision devant la directrice générale Koumba Tchoubou et vous avez dansé et pourquoi pas... C'est la pression de la finale qui est en moi jusqu'à présent parce que jusqu'à présent, j'arrive pas à digérer. Donc vraiment... Le match hier, je n'arrive pas à suivre le match et finalement, bon, souhaitons que le retour sera bon pour nous. Donc gagner 2-0 pour l'équipe pour se qualifier et préparer la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde 2022 Qatar, c'est ça? Mais ton gardien de but n'était pas dans les cages? Non, mon gardien il y avait El Shaarawy qui était là-bas. Alors Gabaski mon saoul, j'arrive pas à dormir, je pense à lui. Donc il est bien, donc je l'adore. Donc c'est une bonne équipe aussi. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Donc je souhaite que le Sénégal gagne. Donc l'équipe de Sadio Mané gagne encore une fois l'Égypte. Donc c'est ça. Inch'Allah Rabbi. Voilà, amis, donc on va revenir sur le match Égypte-Sénégal. C'était un match tant attendu au stade international de Caire, le stade mythique de Caire, il faut le souligner. Cette fois-ci, c'est l'Égypte qui a gagné le Sénégal 1-0. On se rappelle de ce match de 1986. Ça fois les anciens disent que Caire 86. Le Sénégal a battu l'Égypte en finale, mais c'est l'Égypte qui a gagné le Sénégal au Caire. C'est une double revanche. Ah oui. C'est une double revanche, voilà. Donc 1-0, but marqué contre son camp de Saliou 6. Vraiment, le Sénégal donc a été dominé sur le plan des buts, mais sur le terrain, les Lions ont dicté leur loi, donc ils étaient dominateurs. Ah oui. Ça aussi, il faut le souligner. Et puis, dans sa réaction, on a vu qu'Aliou Cissé a magnifié le bon travail de ses poulains, notamment sur le fond du jeu, sur le plan défensif, mais également ce qu'il a déploré, c'est quoi? Sur le plan de l'attaque. Donc le Sénégal peine toujours à débloquer. Si l'équipe adverse fait bloc bas, le Sénégal peine à débloquer. C'est ce qu'Aliou Cissé a dit après donc, le match. Aliou Cissé que je propose d'écouter. Les multiples occasions qu'on s'est procurées, maintenant à nous de travailler sur ça, mais ce n'est pas un problème individuel, ce n'est pas un problème de système, je crois que c'est surtout un problème un peu plus d'agressivité, un peu plus de réalisme dans cette surface et un peu plus de cet esprit tueur pour vraiment pousser le ballon dans le filet, et c'est ce qui nous a manqué ce soir. Voilà, Aliou Cissé a bien décortiqué donc cette rencontre phare. Donc il a donné rendez-vous le 29 mars ici à Dakar, au stade Maître Abdoulaye Wade. Je pense que les Sénégalais iront pleinement supporter leur Gaindé parce que nous sommes les champions d'Afrique. Et vous serez le premier. Donc moi j'ai la pression, j'arrive pas à partir. Je peux pas y aller au stade. J'ai trop de pression, je préfère rester à la maison dans mon coin. Donc regardez et courir un tout petit peu. Donc, mais vous là, vous serez le premier. Donc allez, on ira là-bas et on va vous amener donc toutes les informations que nous avons. On va rester toujours dans cette rencontre avec quelques réactions. Il y a Babacar Sarr, entraîneur adjoint, mais également éducateur physique à l'école de football Dakar Sacré-Cœur, qui a donné donc ses impressions après le match. Ce qu'il a souligné, c'est que le Sénégal n'a pas été décevant. Les Lions ont bien joué, mais il faut souligner aussi que l'Égypte a une très belle équipe. Babacar Sarr, que je propose d'écouter. Il faut reconnaître qu'en première mi-temps, le Sénégal est mal rentré dans le match. On a encaissé un but à la 4e minute. Et sur le but, on a vu qu'il y a un manque de marquage au niveau de Salah. Et ce but est devenu pratiquement dans un mauvais moment du match. Mais quoi que l'on puisse dire, on a fait une bonne prestation en première mi-temps, en essayant de nous créer quelques opportunités. En deuxième mi-temps, on a vu une large domination du Sénégal. On a vu une très large domination du Sénégal, avec des opportunités, mais malheureusement, au niveau du dernier tiers, on a eu beaucoup de problèmes dans la course. Parce qu'il y a des opportunités où il faut aller beaucoup plus vite que l'adversaire pour essayer d'avoir le ballon. Merci beaucoup Babacar Sarr, vraiment c'est un ami à TFA, vraiment il nous donne chaque fois ses impressions
dans les éditions. On l'avait même, je l'avais même donc interviewé sur donc Dakar Sacré-Cœur, le centre de formation qui est tout près. C'est une école à ne plus présenter vraiment, qui a fait sortir beaucoup de très grands jours. On va donner les résultats donc, des 5 matchs qui ont été joués hier lors de ces barrages. Cameroun a été surpris à domicile par les Fennecs d'Algérie 1-0, but marqué par Slimani. Mali a été aussi surpris à domicile par Maroc 1-0, mais il faut souligner que le but marocain a été marqué contre son camp par Sissako. Sissako qui a eu hier une mauvaise nuit parce qu'il a marqué contre son camp et puis il a été exclu, carton rouge. Vraiment, pensez à lui. Ghana-Nigeria, le derby anglophone s'est soldé par un match nul et vierge 0-0. Donc les Flying Stars ont bien voyagé. Entre le Ghana et le Nigeria, ça ne sera pas facile parce que c'est deux pays qui se connaissent et qui sont très proches. C'était un derby, derby anglophone. Et Victor Osimhen et ses amis ont fait un bon déplacement pour accrocher les Black Stars 0-0. Et l'autre match qui s'est joué à 15h, c'était République démocratique du Congo versus Maroc. Un but partout, les Congolais avaient dominé, mais finalement, vraiment, les Marocains ont égalisé dans la deuxième partie. Donc voilà, 3 jours, les matchs retour. Le 1er avril, on va donc faire le tirage de la Coupe du Monde. Donc voilà, l'Afrique va être représentée par 5 pays. On sait que le Sénégal fait partie, Inch'Allah. Mais pour le moment, il faut souligner que ce sont les pays Maghreb qui sont dans de bonnes options. Voilà, amis, il faut aussi souligner que le Sénégal va jouer aujourd'hui contre Nigeria. C'est pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Les U20 vont jouer contre le Nigeria. Donc on les souhaite de bien faire la surprise. Ils ont été dominés ici, mais le difficile n'est pas le Sénégal. Donc il faut qu'ils fassent le mieux pour gagner et qualifier pour les U20. Les U20. Et votre dernier mot, c'est fini l'émission. En tout cas, je prie pour que le Sénégal gagne l'Égypte pour le match retour, mais aussi magnifier donc le bon travail que Sadio Mané a fait lui et son équipe, ainsi que Aliou Cissé. Et je demande à tous les Sénégalais d'être compréhensifs, mais aussi apporter de l'aide aux Lions, parce que la participation et les supporters donnent plus de courage aux Gaïndés. Merci beaucoup Aminata Kor, c'était un réel plaisir de partager avec vous ce grand journal de la semaine. Voilà, je pense qu'en un mot, on a ramassé, on a donné les informations qu'il fallait et les informations que vous avez ratées pendant la semaine. Et on vous donne rendez-vous tout prochainement pour le samedi prochain. Bon week-end à tous.